Voilà, la pression n'est pas un facteur de l'équilibre car le nombre de moles gazeuses entre l'état initial et l'état final reste inchangé. Delta N gaz est égal à 2 moins 1 moins 1 égale 0. Donc, on aura un seul paramètre intensif qui est la température. Donc, pour savoir est-ce qu'on laisse 2 ou est-ce qu'on met 1, il faut calculer delta N gaz. Si elle est égale à 0, on prend uniquement la température. C'est-à-dire, au lieu de 2, 1. Ça veut dire que seule la température est un paramètre intensif de l'équilibre. Si vous avez delta N gaz différent de 0, on laisse 2. Ça veut dire que vous avez deux paramètres intensifs pour l'équilibre, la pression et la température. Maintenant, on va voir le cas où R est égal à 2. R sera égal à 2 si vous avez une relation supplémentaire entre les réactifs ou les produits. Notez ça s'il vous plaît. R est égal à 2 si on a une relation supplémentaire entre les réactifs ou les produits. Vous notez encore R égale à 3 si on a deux relations supplémentaires, une entre les réactifs et l'autre entre les produits. Donc R est différent de 1 si on a une relation supplémentaire. La relation supplémentaire peut être entre les réactifs ou entre les produits. Attention, pour savoir si on a une relation supplémentaire, il faut bien lire l'énoncé. Il faut bien lire l'énoncé. On va voir maintenant un exemple. Donc, le cinquième équilibre, n égale 4, 4 composés. Nous avons trois phases, phi égale 3, une seule relation à l'équilibre est égale à 1, et puis la pression est quoi? N'est pas un facteur de l'équilibre. Pourquoi? Parce que delta N gaz est égal à 0, est égal à 4 moins 4 est égal à 0. Donc, on aura pour la variance 4 moins 1 plus 1 moins 3, c'est-à-dire 5 moins 4 est égal à 1. Donc, un seul paramètre intensif, c'est la température T. Donc, ça, c'est un deuxième exemple. Maintenant, on va voir le cas où vous avez une relation supplémentaire. On va vous dire dans l'énoncé qu'on a commencé la réaction avec PCl5 tout seul. Si on ne vous dit rien, voilà comment faire. À T égale 0, on a N mol de PCl5, 0 mol de PCl3, 0 mol de Cl2. À l'équilibre, on aura N moins X, N moins 1 fois X, parce que PCl5 a comme coefficient 1, donc N moins 1 fois X. Pour PCl3, 1 fois X, pour Cl2, 1 fois X. Donc, on a trois composés, PCl5, PCl3, Cl2. On a une seule relation, c'est Kp. On a tous des gaz, donc une seule phase, donc phi égale à 1. Delta N gaz est différent de 0. 1 plus 1, c'est 2. Moins 1, c'est 2 moins 1, c'est 1. Donc, delta N gaz est différent de 0. Donc, on aura deux comme paramètres intensifs, pression, température. Moins 1 pour le nombre de phases. Donc, est égal à 3. Donc, la variance est égale à 3 si on n'a aucune donnée sur l'état initial. On ne vous a rien dit sur l'état initial. Maintenant, le tout va changer si on vous dit la phrase suivante. Si on a une donnée sur l'état initial, voilà la donnée. Mais si on sait que l'équilibre provient de la dissociation de PCl5 seul au départ, c'est-à-dire qu'on a commencé la réaction avec PCl5 tout seul, et bien qu'est-ce qui se passe? À l'équilibre, on a une relation. Regardez la ligne numéro 3. À l'équilibre, N-X pour PCl5, X pour PCl3 et X pour Cl2. Donc, la fraction molaire de PCl5 égale la fraction molaire de Cl2. Donc, on a une relation entre les deux produits de la réaction, PCl3 et Cl2. La fraction molaire de PCl3
égale la fraction molaire de Cl2. Donc, on a une relation supplémentaire, donc R égale à 2. La première relation, c'est la constante d'équilibre. La deuxième relation, c'est la fraction molaire de PCA3 égale celle de Cl2. Donc, on aura la variance qui est égale à 3 au lieu de moins 1, 3 moins 2 plus 2 moins 1. Donc, la variance ou pseudo-variance est égale à 2. C'est-à-dire, on peut jouer sur deux paramètres, pression-température ou pression-fraction molaire ou fraction avec la température. Donc, il faut bien lire l'énoncé pour savoir si on a une relation supplémentaire ou non. Si elle existe, ça peut être entre les réactifs ou entre les produits. Si vous avez deux relations, ça peut être une entre les réactifs et entre les produits. Donc, généralement, on a une seule relation R égale à 1. Si nous avons une deuxième, il faut bien lire les données de l'énoncé et voir si vous avez une relation entre les réactifs ou entre les produits. Ça, c'est un exemple où vous avez les trois états physiques, solide, liquide, gaz, et où vous avez deux équilibres. Donc, nous avons trois composés, CO2 solide, CO2 liquide, CO2 gaz, trois composés, ne pas un seul, parce que CO2 solide, CO2 liquide, CO2 gaz, donc N égale 3. Nous avons deux relations. La première relation, c'est Kp pour le deuxième équilibre. La deuxième relation, c'est Kc pour le premier équilibre. Donc, nous avons deux équilibres, donc on a R égale 2. On a trois composés, CO2 solide, CO2 liquide, CO2 gaz, et nous avons trois phases, solide, liquide, gaz, et puis vous avez P et T sont des facteurs de l'équilibre, parce que delta N gaz est différent de 0. Donc, 3 moins 2 plus 2 moins 3 est égal à 0. On dit que le système est invariant. On ne peut agir sur aucun facteur. C'est le point triple. C'est le point où on a le solide et le liquide et le gaz. Lorsque cet équilibre est réalisé, la pression, la température T et la fraction molaire ou la composition chimique grand X, fraction molaire des systèmes, sont parfaitement définies. Si vous avez la variance égale à 0, ça veut dire que le système est invariant. Ça veut dire que les trois paramètres intensifs, pression, température, fraction molaire, sont bien définis. On ne peut jouer sur aucun paramètre. Un autre exemple, où vous avez R différent de 1, N2 plus 3H2, dans 2NH3. On a trois composés. On a tous des gaz, donc phi égale à 1. Delta N gaz est différent de 0, 2 moins 3 moins 1 sur 2 moins 2. Donc, on aura deux paramètres intensifs, pression, température. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi R est égal à 2. Donc, la variance c'est 3 moins 2 plus 2 moins 1, c'est donc 2. Le système est bivariant parce qu'on a deux relations. Quelle est cette deuxième relation? On va essayer de la voir maintenant, car on a une donnée sur l'état initial. Relation entre la fraction molaire de N2 et celle de H2. Maintenant, on va essayer de voir la loi de déplacement des équilibres, loi de modération ou loi de Le Chatelier. Influence de T sur Kp de T et sur K. Oui. J'ai pas bien compris la dernière partie, si vous pouvez la répéter. Oui, je vais revenir. Cet exemple-là, vous pouvez le faire à la maison, tout simplement. Je n'ai pas voulu vous faire la démonstration parce que on a deux relations. On a une donnée sur l'état initial. Quelle est cette donnée-là? On va utiliser 1 mol de N2 et 3 mol de H2. C'est-à-dire, à T égale 0, N2 et H2 ont été utilisés en quantité stoichiométrique. Si on met 1 mol avec 3 moles de H2. Donc, si on met 1 mol de N2, on aura 3 moles de H2. 3 moles de H2. Si je mets 10 moles pour N2, je vais mettre 30 moles pour H2. Donc, automatiquement, à l'équilibre, vous aurez la fraction molaire de H2, c'est 3 fois celle de N2. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Pas vraiment. Oui, monsieur. Je vais répéter.
Si on vous dit que la réaction a été utilisée en quantité stoichiométrique, là, la phrase qu'on va vous donner, c'est la réaction a été faite à partir de coefficients dans les conditions stoichiométriques, c'est-à-dire 1 mol de N2 avec 3 moles de H2. Si je mets 1 mol de N2, je suis obligé de mettre 3 amols de H2. Toujours le nombre de moles de H2 est 3 fois le nombre de moles de N2. Si je mets 10 pour N2, je dois mettre 30 pour H2. Et j'aurai à l'équilibre le nombre de moles de H2 est 3 fois le nombre de moles de N2. Est-ce que c'est clair? Oui. De toute façon, vous allez voir 3 exemples concernant les cas où vous avez R égale à 2. Ce qu'on vient de voir maintenant, c'est la loi de déplacement des équilibres ou la loi de modération qu'on appelle aussi la loi de Le Châtelier. C'est l'influence de la température sur Kp de T et Kc de T. Nous avons déjà vu ça, c'est la relation isobare de Ventov et la relation isochore de Ventov. La relation isobare de Ventov, d rho de Kp de T sur d rho T, c'est delta H sur RT au carré. Et je vous ai dit que delta H est constant dans l'intervalle T1, T2. Si on fait l'intégrale, on aura log P1 KPT2 moins log P1 KPT1 égale delta H de T sur R, facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2. Cette relation-là, elle permet de calculer KPT2 si je connais KPT1, delta H, T1, T2. Elle permet de calculer aussi delta H quand je connais T1, T2, KPT1 et KPT2. On aura la même chose avec Kc, on aura au lieu de delta H, delta U. Donc, la dérivée de log P1 de Kc par rapport à T, c'est delta U sur RT au carré. Delta U, elle est constante dans l'intervalle T1, T2. Pourquoi? Pour qu'on puisse la faire sortir de l'intégrale lorsqu'on calcule l'intégrale. La même chose pour delta H. Donc, log P1 KCT2 moins log P1 KCT1, c'est delta U degré T sur R, facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2. Maintenant, pour Kx, qui dépend de la pression et de la température, influence de la pression. Nous avons vu que d rho log P1 de Kx sur d rho P, la dérivée de log P1 de Kx par rapport à P, c'est moins delta A sur P. Donc Kx ne dépend que de la pression et de la température. Donc quand je fais l'intégrale, j'aurai log P1 Kxp2 moins log P1 Kxp1. Bien sûr, je vais intégrer entre P1 et P2. Donc j'aurai log P1 Kxp2 moins log P1 Kxp1 égale à delta A log P1 de P1 sur P2. Parce que l'intégrale de 1 sur P, c'est log P1 de P, avec le signe moins, au lieu de log P1 de P2 sur P1, j'aurai log P1 de P1 sur P2. Loi de déplacement des équilibres, loi de modération ou loi de Le Châtelier. On va essayer de voir cette loi-là. Toute perturbation, c'est-à-dire toute transformation, tout changement qui modifie une des variables intensives d'un équilibre chimique entraîne son déplacement dans le sens qui s'oppose à cette perturbation. C'est-à-dire, je vais essayer de m'expliquer. Si je varie la température, l'équilibre va aller dans le sens contraire pour que la température reste telle qu'elle est. Si je fais varier la pression, l'équilibre va aller dans le sens contraire pour laisser la pression constante. Si je change un paramètre intensif qui est, par exemple, la fraction molaire, l'équilibre va aller dans le sens contraire de ce que j'ai fait. Donc, chaque fois que je fais une modification, l'équilibre va aller dans le sens contraire de ce que j'ai fait. Si j'augmente la température, il va essayer de la diminuer, la température. Si j'augmente la pression, il va essayer de diminuer la pression. Si j'ajoute un réactif, il va essayer de le consommer. Donc, si je fais une modification à l'équilibre, l'équilibre va se déplacer dans le sens contraire de ce que j'ai fait. Parce que lorsqu'il y a un équilibre, la pression,
la température et la fraction molaire sont constantes. Donc, elles doivent rester constantes. Donc, si je modifie la pression, l'équilibre va essayer de la laisser constante. Si je modifie la température, l'équilibre va essayer de la laisser constante, c'est-à-dire qu'il va essayer d'aller toujours dans le sens contraire. C'est ce qui est écrit ici. Toute perturbation qui modifie une des variables intensives d'un équilibre chimique entraîne son déplacement dans le sens qui s'oppose à cette perturbation-là. On va voir des exemples. On va prendre le cas de N2 plus 3H2 qui donne 2NH3. On va étudier l'influence de la température, de la pression et de l'addition d'un réactif. La température, paramètre intensif, pression, paramètre intensif, et puis addition d'un réactif, c'est la fraction molaire. Delta H est égal à moins 21 kcal, c'est-à-dire exothermique. On va essayer de voir toutes les perturbations. Si T augmente, c'est un apport énergétique, c'est-à-dire j'ai chauffé. La pression est constante et le volume est constant. Le système, qu'est-ce qu'il va faire? Le système va évoluer dans le sens qui s'oppose à l'apport de chaleur. À l'apport de chaleur. Je m'explique. Pour cet équilibre-là, delta H égale à moins 21. C'est-à-dire delta H est négative. C'est-à-dire la réaction est exothermique. Quand moi j'augmente la température, l'équilibre va aller dans le sens contraire pour diminuer la température. L'équilibre va aller dans le sens contraire de l'apport énergétique. L'équilibre n'a pas besoin d'apport énergétique, il va consommer l'apport énergétique. Quand j'augmente T et la réaction est exothermique, l'équilibre va aller dans le sens contraire, diminuer T, c'est-à-dire dans le sens endothermique. La réaction est endothermique dans quel sens? Elle est endothermique dans le sens numéro 2. Donc, toujours dans le sens contraire. J'augmente T, la réaction est exo, le système va aller dans le sens pour diminuer T, c'est-à-dire le sens endothermique. Le sens endo au delta H est positif et le sens numéro 2. Maintenant, on va essayer de voir le cas de la pression. Si on augmente la pression, et toujours on fait appel à l'équation des gaz parfaits, PV égale nRT. PV égale nRT, toujours constante. Si P augmente, automatiquement, le volume va diminuer. Et le nombre de moles va augmenter. Donc, si je fais varier la pression, automatiquement, je fais varier le nombre de moles. Donc, si P augmente, cela veut dire que le nombre de moles augmente. Si j'augmente la pression, cela veut dire que j'augmente le nombre de moles. Et bien, le système va évoluer dans le sens pour diminuer la pression, c'est-à-dire diminuer le nombre de moles. Si je calcule le nombre de moles, on va revenir à la réaction. Combien égale le nombre de moles des réactifs? 1 plus 3, 4. On prend uniquement les gaz. Pour les produits, 2. Le nombre de moles augmente dans quel sens? Le nombre de moles augmente dans le sens numéro 2, où on a 4 moles. Et diminue dans le sens 1, où on a 2 moles. Donc, si moi j'augmente le nombre de moles, c'est-à-dire que j'ai augmenté la pression. Donc, quand on augmente la pression, ça veut dire qu'on augmente le nombre de moles. Et bien, le système va évoluer dans le sens où la pression va diminuer. Le contraire de ce que j'ai fait. C'est-à-dire le nombre de moles va diminuer. Dans quel sens le nombre de moles diminue? Le nombre de moles diminue dans le sens 1. Parce que dans le sens 1, on a 2 moles. Et dans le sens 2, on a 4 moles. Donc, l'équilibre va diminuer dans le sens où le nombre de moles diminue. C'est-à-dire le sens 1. Voilà. Si je diminue la pression, ça veut dire que je diminue le nombre de moles. C'est le cas contraire, c'est le sens numéro 2. Tout ça, on va le démontrer. Et vous pouvez trouver le résultat sans démonstration. Maintenant, si j'ajoute un réactif, N2H2, je dois le consommer. Donc, quand j'ajoute un réactif, je dois le consommer. C'est-à-dire que l'équilibre va aller dans le sens de consommation du réactif. C'est-à-dire le sens numéro 1.
le sens où je vais consommer ce que j'ai ajouté. Même chose pour les produits. Si j'ajoute un produit, l'équilibre va se déplacer dans le sens où il y aura diminution du produit, c'est-à-dire dans le sens numéro 2. Donc, en résumé, quand j'augmente la température, il suffit que je regarde delta H. Le système va aller dans le sens contraire. S'il est exo, le système va aller dans le sens ondon. S'il est ondon, le système va aller dans le sens exo. Si j'augmente la pression est toujours liée au nombre de moles. La température est toujours liée à delta H. La pression est toujours liée au nombre de moles. Si P augmente, ça veut dire N augmente. Le système va aller dans le sens contraire de ce que j'ai fait, c'est-à-dire diminuer le nombre de moles. Si je diminue la pression, ça veut dire que je diminue le nombre de moles. Le système va aller dans le sens contraire, ça veut dire augmenter P, ça veut dire augmenter le nombre de moles. Si je joue sur la température, je reviens encore, il suffit de regarder le signe de delta H, et on aura toujours le sens contraire. Si j'ajoute quelque chose, je dois le consommer. Si j'ajoute un réactif, je dois aller dans le sens 1 pour le consommer. Si j'ajoute un produit, je dois aller dans le sens 2, c'est-à-dire le consommer. Allez-y. Donc, ça, c'est un cas particulier dans le cas de l'ajout d'un réactif. Généralement, dans le cas de l'addition d'un réactif, le sens de déplacement est celui donné par le châtelier, sens 1, sens de consommation du composé ajouté. Donc, quand j'ajoute un réactif, le système va aller dans le sens contraire de ce que j'ai fait, c'est-à-dire dans le sens de consommation de réactif, sens 1. Mais ces trois conditions sont remplies, favorables, l'équilibre va se déplacer dans le sens contraire de la règle, dans le sens contraire de celui de Le Chatelier, c'est-à-dire dans le sens 2. Donc, si vous avez ajouté un réactif, l'équilibre va aller dans le sens 1, sens de consommation de réactif. Mais ces trois conditions sont remplies, sont favorables, et bien l'équilibre va aller dans le sens contraire, sens 2. Quelles sont ces conditions? La variation du nombre de moles doit être négative. Le coefficient stoichiométrique du réactif que j'ai ajouté est inférieur à la valeur absolue de delta A, qui est la variation du nombre de moles. La fraction molaire à l'équilibre du réactif que j'ai ajouté est supérieure à A1 divisé par delta A. X1 égale fraction molaire de l'un des réactifs à l'équilibre de départ. Dans notre cas, N2 plus 3H2 qui est dans 2NH3, delta A égale 2 moins 1 moins 3 égale moins 2, différent de 0. La première condition est vérifiée, delta A est négatif inférieur à 0. On va prendre le cas de N2. Pour N2 de la réaction, on a une mole de N2. A1 est égal à 1. Donc A1 est égal à 1 est inférieur à delta A en valeur absolue qui est égal à 2. La deuxième condition est vérifiée. Maintenant, si la fraction de l'azote est supérieur à 1 divisé par delta A, c'est-à-dire 1 sur 2, eh bien, l'équilibre va se déplacer dans le sens 2, sens contraire à celui prévu par le Chatelier. Influence d'un solvant, effet de dilution. On prend généralement l'eau pour les solutions aqueuses et un gaz inerte pour un mélange de gaz. On va ajouter un solvant, effet de dilution, et on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire, on va ajouter un solvant, et on prend généralement l'eau pour les solutions aqueuses et un gaz inerte pour un mélange de gaz. Pourquoi l'eau? Pour qu'il ne réagisse pas en solution. Pourquoi un gaz inerte? Pour qu'il ne réagisse pas avec ni les réactifs ni les produits. Donc, ce qu'on va ajouter ne va pas réagir ni avec les réactifs ni avec les produits. Qu'est-ce qui va changer? C'est uniquement le nombre total de moles. On va ajouter le nombre de moles du solvant qui a été ajouté. Donc, nous avons déjà vu Kx. On peut exprimer Kx en fonction de Kn, c'est-à-dire constante d'équilibre relative au nombre de moles. Donc, la fraction molaire, c'est N divisé par N total. Donc, on aura Kx égale à Kn. Kx, c'est la constante d'équilibre des fractions molaires.
qui dépend de la pression et de la température est égal à Kn, c'est la constante d'équilibre du nombre de moles, qui ne dépend ni de P ni de T. Multiplié par 1 sur N à la puissance delta A, c'est-à-dire par N à la puissance moins delta A. Donc, ce qui va changer, c'est le N total. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Kn est la constante d'équilibre relative aux fractions au nombre de moles. N, c'est le nombre total de moles à l'équilibre, est égal à N du réactif à 1 plus N du réactif à 2 plus N des produits à 1 plus N des produits à 2 plus N du solvant. Nombre de moles dissolvants que j'ai ajouté. Si on ajoute du solvant à l'équilibre, le nombre de moles NS du solvant augmente. Donc N augmente. Donc si on ajoute un solvant, le nombre total de moles va augmenter. C'est-à-dire que N va augmenter. Et bien, 3 cas vont se présenter. Si delta A égale 0, on aura N puissance moins delta A est égal à 0. Aucune influence, Kx égale à Kn est égal à constante. La pression était constante, dans la division n'a pas d'influence sur l'équilibre, dans le cas où delta A est égal à 0. Maintenant, si delta A est positive, nous avons déjà démontré que Kx égale à Kn fois N à la puissance moins delta A. Si delta A est positive, ça veut dire que moins delta A est négative. Donc, Ns augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que N va augmenter. N à la puissance moins delta A va donc diminuer. N à la puissance moins delta A va diminuer. Attention, Kx doit rester constante parce que la pression et la température est constante. Si je veux que Kx reste constant, on a N à la puissance moins delta A qui diminue. Donc Kn doit augmenter. Si N diminue, Kn doit augmenter. Pourquoi? Pour que Kn fois N à la puissance moins delta A doit rester constant qui est Kx. Donc toujours le contraire pour que Kx reste constant. Donc N à la puissance moins delta A diminue, donc Kn doit augmenter. Donc Kn doit augmenter. Pour que Kx reste constant. Kn doit augmenter. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous avons donc Kn? Nous avons le nombre de moles de A'1 à la puissance A'1 fois le nombre de moles de A'2 à la puissance A'2 divisé par le nombre de moles de A1 à la puissance 1 fois le nombre de moles de A2 à la puissance A2. Si je veux que Kn augmente, il faut que ce qui est en numérateur augmente. Qu'est-ce qui est en numérateur? C'est le nombre de moles de A'1 et le nombre de moles de A'2. Donc, ils doivent augmenter. A'1 et A'2 sont les produits. Ça veut dire que la quantité des produits doit augmenter. Ça veut dire que l'équilibre doit aller dans le sens 1.